Pour les physiciens du monde entier, le CERN construit aujourd'hui le LHC, l'instrument de recherche le plus puissant jamais construit par l'homme. À 100 mètres sous terre, le nouvel accélérateur utilise le tunnel du LEP, l'ancien accélérateur, de 27 km de circonférence. Reliées à la surface, deux nouvelles cavernes de très grande dimension, véritables cathédrales souterraines, sont creusées dans la molasse pour loger les nouveaux détecteurs Atlas et CMS. Les deux faisceaux de protons du LHC, accélérés en sens inverse, vont se croiser et produire des collisions frontales. L'observation des particules produites au cours de ces collisions va permettre aux physiciens de repousser plus loin les frontières de la connaissance. Le LHC réutilise l'infrastructure du LEP, du SPS et du PS. C'est un avantage économique considérable, mais qui oblige néanmoins le génie civil à relever un certain nombre de défis. Mais d'abord un peu d'histoire. Le choix du site en 1954, sur un terrain adossé à la frontière franco-suisse, va rendre possible toutes les extensions futures du CERN. Le PS, le premier grand accélérateur, est construit à la fin des années 50. Sa conception d'avant-garde lui assurera une très longue vie, puisqu'il servira un demi-siècle plus tard comme injecteur du LHC. Au début des années 70, le Conseil décide la construction du Super PS, le SPS. Ce nouvel accélérateur de 7 km de circonférence est situé à 60 mètres de profondeur sous les paysages du pays de Gex. Évocation de ce souvenir. We believe very firmly that to continue this search in the unknown, we will need a much larger accelerator at a much higher energy, 300 GeV. This is what Europe needs for the coming decades. Le 13 septembre 1982, les présidents Aubert et Mitterrand donnent le premier coup de pioche du chantier LEP. Monsieur le directeur général, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui pour inaugurer avec le Président Aubert, que j'ai grande joie à retrouver, le chantier de ce qui sera à la fin de la décennie le collisionneur LEP sur lequel les physiciens européens fondent les plus grands espoirs. Les 24 km du tunnel LEP, situé sous la plaine, sont creusés par 3 tunneliers et les 3 km sous la montagne du Jura au moyen d'explosifs. Le 8 février 1988, la boucle était bouclée au centimètre près. Quatre très grandes cavernes furent creusées à l'époque dans la molasse pour y loger les expériences du LEP. En tout, 1 200 000 m3 de roches ont été extraits, équivalent à la moitié du volume de la pyramide de Khéops. Un grand soin a été pris pour rendre ces cavernes parfaitement étanches. Le LEP entre en fonction au cours de l'été 1989 et s'arrête à la fin de l'an 2000 pour permettre l'installation du LHC. Pour cela, les ouvrages du LEP doivent être complétés par de nouvelles infrastructures. 2 tunnels d'injection TI2 et TI8 qui relieront le SPS au LHC. 2 très grandes cavernes, des halls de montage et de service pour les expériences Atlas au point 1 et CMS au point 5. Enfin, de nouvelles installations souterraines au point 6 pour les arrêts des faisceaux. 3 défis majeurs doivent être relevés. Réaliser une partie des travaux pendant le fonctionnement du LEP, faire face à une géologie pas toujours favorable et respecter l'environnement et les riverains. Le tunnel TI2 transfère les protons du SPS vers le LHC dans le sens horaire.
Les travaux débutent par le fonçage d'un puits de 18 par 12 mètres carrés de section et de 51 mètres de profondeur. Cette forme elliptique est liée au fait que le puits PMI2 sera utilisé pendant la phase d'installation pour descendre les grands aimants de la machine dans le tunnel. Le passage à travers les moraines, épaisses de 25 mètres, est réalisé en utilisant la technique de la paroi moulée. Cette technique consiste à creuser un anneau jusqu'à la molasse et de le remplir de bentonite afin d'éviter que les parois latérales ne s'effondrent. La bentonite est une argile fluide qui a pratiquement la même densité que la terre extraite. L'anneau, encore rempli de bentonite, est armé au moyen de cages d'armatures imbriquées les unes dans les autres. Au moyen d'un tube plongeur, le béton est coulé de bas en haut afin de faire remonter la bentonite et de pouvoir la récupérer. Comme sur tous les autres chantiers du LHC, la plasticité du béton est à chaque fois vérifiée. En plus, les échantillons sont régulièrement prélevés et analysés en laboratoire. Protégé par la paroi moulée, l'intérieur du puits est excavé au moyen de pelleteuses. Le fût supérieur du puits, imbriqué dans les moraines, sera d'une certaine manière suspendu dans le vide quand on creusera la molasse en dessous. Pour assurer sa parfaite stabilité, le puits est solidement ancré à la roche au moyen de tirants précontraints de 30 mètres de long. On voit bien le hérisson qui ancre le fût à la roche. Quant à la partie inférieure du puits, dans la molasse, elle est creusée de manière conventionnelle. Du fond du puits partent les deux branches du tunnel TI2, l'une vers le SPS, l'autre vers le LEP. Le creusement est effectué à l'aide de haveuses. Ces engins sont bien adaptés au creusement de la molasse, roche sédimentaire compacte mais de dureté variable. Les déblais sont remontés à la surface et déposés à proximité au bois de serve. Pour éviter d'éventuelles venues d'eau, le tunnel plonge d'une vingtaine de mètres pour passer sous le lit souterrain de la rivière le Lion. Cette particularité géologique a été décelée grâce à des sondages préliminaires effectués dans le cadre de l'étude d'impact. Le tunnel TI8 transfère les protons du SPS vers le LHC dans le sens anti-horaire. Les travaux débutent par le puits PGC8, entièrement situé dans la molasse. Son creusement est effectué de manière conventionnelle au brise-roche. La bretelle ouest vers le SPS est excavée au moyen de haveuses. L'utilisation systématique du laser garantit la précision du positionnement des ouvrages. La première jonction d'un ouvrage LHC avec le SPS s'effectue au centimètre près, à la grande joie de tous. Un tunnelier est utilisé pour creuser les 2200 mètres de la bretelle est. Après sa descente par le puits, le tunnelier, accouplé à son système d'évacuation des déblais, s'élance vers le LHC en forant jusqu'à 30 mètres de roche par jour, quand tout va bien. Ici, le tunnelier travaille en descendant, bien que selon les règles de l'art, il faudrait creuser en montant afin que l'eau puisse s'écouler. Mais à cause du LEP en opération, il a fallu faire le contraire,
sur une pente relativement forte de 4%. Heureusement, tout s'est bien passé, et après quelques péripéties, la taupe mécanique refait surface, 13 mois plus tard, par le puits où elle était entrée. Dans le tunnel, avant le bétonnage proprement dit, une membrane pour le drainage est mise en place. L'utilisation de coffrages mobiles de 10 mètres de long permet d'avancer à la cadence de 20 mètres par jour. Finition à la main. Jonction tangentielle avec le tunnel du LEP. Au point 1, il faut construire les bâtiments en surface et les salles souterraines pour l'expérience Atlas. La séquence des travaux est singulière. Pour protéger les riverains du bruit, on ne réalise les travaux souterrains qu'après avoir construit le bâtiment de surface qui coiffe les deux puits. Une dalle épaisse de 2 mètres est nécessaire pour supporter sans déformation les lourdes pièces du détecteur. L'architecte a voulu intégrer ce bâtiment dans son environnement rural en le revêtant d'un bardage en cèdre rouge, un bois qui résiste bien aux intempéries. Les ouvrages en tréfonds comportent une grande caverne UX pour l'expérience située autour de l'axe du tunnel LEP, en gris. Les 2 puits d'accès, ainsi qu'une autre caverne, USA, pour les équipements techniques. Les 2 puits de 18 et de 13 mètres de diamètre et de 60 mètres de profondeur sont creusés à l'abri du bâtiment de surface au moyen de puissants brise-roches. Après la pose d'un épais film d'étanchéité en verre, les fûts des 2 puits sont ferraillés et bétonnés en continu. La caverne USA, qui n'est pas située à l'aplomb du tunnel LEP, a pu être construite pendant l'opération de ce dernier sans perturber son fonctionnement. Longue de 62 mètres et haute de 20 mètres, elle est creusée aux brise-roches. La molasse mise à nu est immédiatement recouverte avec du béton projeté pour la renforcer et la protéger de l'humidité. Un impressionnant coffrage mobile est utilisé pour le bétonnage de la voûte. La caverne USA abritera des équipements cryogéniques et électriques liés à l'accélérateur et à l'expérience. La caverne UX, dans laquelle sera installé le détecteur Atlas, est probablement la plus grande caverne jamais construite par l'homme dans la molasse. À cause des impératifs de planning, la voûte de 10 000 tonnes de cette caverne est suspendue au-dessus du vide par 38 câbles fixés dans 4 galeries horizontales situées 20 mètres plus haut. Sans cette innovation technique, il aurait fallu attendre l'arrêt définitif du LEP pour creuser la caverne. On aurait alors imposé un retard de 18 mois à l'ensemble du projet LHC. Le creusement est fait aux brise-roches, les explosifs étant proscrits à cause de la proximité des accélérateurs LEP et SPS. Les travaux sont réalisés sous la bienveillante protection de Sainte Barbe, la patronne des mineurs et des pompiers. Le bétonnage de la voûte, haute de 12 mètres, commence par les chemins de roulement des 2 futurs ponts roulants de 65 tonnes. Suivi des 2 tympans. Avant le bétonnage de la voûte, les 38 câbles de soutènement sont mis en place depuis la caverne vers les 4 galeries transversales à travers les forages réalisés pendant la phase de creusement. Chaque câble, bien ancré dans la masse de la voûte, pourra supporter 220 tonnes. Le bétonnage de la voûte est réalisé par plots successifs, en commençant par le centre de la caverne.
une imposante voûte d'1,50 m d'épaisseur qui progresse sur son coffrage mobile en bleu. La jonction entre les deux puits et la voûte est une opération délicate. Placés aux extrémités de la caverne, les deux puits sont nécessaires pour le montage ultérieur du détecteur Atlas, qui remplira complètement l'immense salle souterraine haute de 35 mètres, l'équivalent d'un bâtiment de 12 étages. À l'abri de la voûte terminée, le creusement de la partie inférieure de la caverne peut commencer. Le tunnel LEP, qui passe au milieu, est scié, puis détruit. La caverne est maintenant à la moitié de sa hauteur. Encore une vingtaine de mètres à creuser pour arriver au fond. Alors commence le bétonnage du radier, épais par endroits de 5 mètres, pour supporter sans broncher les 10 000 tonnes d'Atlas. Après le radier, c'est au tour des parois d'être bétonnées par tranches successives. À la fin des travaux, les câbles de la voûte seront détendus et la voûte reposera entièrement sur les parois. Au point 5, à Cessy, la petite zone technique du LEP est réaménagée, en surface et en tréfonds, pour recevoir le grand détecteur de l'expérience CMS. Pour gagner du temps, ce détecteur de 14 000 tonnes, 2 fois le poids de la Tour Eiffel, est préassemblé en surface par module de 600 tonnes dans un hall d'assemblage de 141 mètres de long, 22 mètres de large et 23 mètres de haut. Grâce à ce préassemblage, il est possible de commencer le montage du détecteur 5 ans avant la mise à disposition de la caverne terminée. Pour supporter ce poids considérable, le hall d'assemblage doit reposer sur des fondations solides. Or, à Cessy, le sous-sol est morainique et aquifère. Il a donc été décidé de poser la dalle du bâtiment sur 150 pieux armés de plus d'1 mètre de diamètre, enfoncés jusqu'à 30 mètres dans les moraines. Forage des pieux, mise en place des armatures. Tout est maintenant prêt pour recevoir les fondations. Mais avant de couler la dalle en béton armé de 2 mètres d'épaisseur, une structure de poutres métalliques est mise en place au-dessus de la galerie technique qui traverse les fondations du bâtiment. Le hall de montage, lui, est implanté dans l'axe du tunnel, autour du puits d'accès à la caverne expérimentale. D'abord, on réalise la partie du bâtiment la plus éloignée du puits, pour ne pas gêner les travaux de génie civil souterrain. La mise à disposition de ce hall, très tôt dans la vie du projet, va permettre aux physiciens d'assembler sur place les modules du détecteur sans perte de temps. En tréfonds, 2 très grandes salles souterraines sont prévues pour loger les services et le détecteur CMS. Chacune des cavernes communique avec la surface par un puits de 75 mètres de haut et d'un diamètre de 12 et 21 mètres. La présence de nappes d'eau profondes oblige les constructeurs à faire appel à la technique de la congélation des sols. Explication. Autour du futur puits, on implante des tubes congélateurs tous les mètres 50 qui descendent jusque dans la molasse et dans lesquels circule une solution de saumure à -23 degrés.
Les tubes congélateurs sont reliés entre eux et forment à la surface une couronne alimentée en fluide frigorifique par des compresseurs d'une puissance d'1 MW. La circulation permanente de la saumure dans les tubes congélateurs va créer des cylindres de terrain gelés qui vont grossir, 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 grossir jusqu'à former un énorme cylindre de glace entourant complètement le futur puits. Pour assurer une étanchéité parfaite, il a fallu à un moment donné injecter dans les tubes congélateurs de l'azote liquide à moins 190 degrés pour renforcer la congélation. La congélation des terrains permet de creuser les pieds au sec, à l'abri des venues d'eau, tout en assurant une protection efficace de la nappe phréatique. Au fur et à mesure de l'avancement du chantier d'excavation, une première paroi, appelée paroi marocaine, est mise en place par anneaux successifs de 2 mètres de haut. Dès que le puits atteint le sommet de la future caverne à 75 mètres de profondeur, loin dans la molasse, le bétonnage final peut commencer. Après la pose de la couche d'étanchéité, en jaune sur les images, et du ferraillage, le fût du puits de 1,20 m d'épaisseur est coulé en continu pendant 3 semaines. Les 2 puits débouchent sur 2 cavernes de grande dimension, parallèles à l'axe du tunnel et seulement séparées par une couche de molasse de 7 mètres d'épaisseur. Or, les caractéristiques géotechniques de la molasse ne permettent pas de garantir la stabilité voulue. C'est pourquoi, avant même de creuser les 2 cavernes, on remplace la molasse entre les deux par un pilier de béton armé. Ce pilier pharaonique de 53 mètres de long, 28 mètres de haut et 7 mètres d'épaisseur inclut dans sa masse les passages techniques et la tuyauterie qui relient les 2 cavernes. Le pilier terminé, le creusement des 2 cavernes peut se faire en toute sécurité. Le bétonnage commence par l'imposant radier de 6 mètres d'épaisseur nécessaire pour supporter les 14 000 tonnes du détecteur CMS. À la fin des travaux de génie civil souterrain, le hall d'assemblage est prolongé pour venir coiffer le puits d'accès à la caverne. Un portique provisoire, capable de manipuler des pièces pesant jusqu'à 2500 tonnes, enjambera le hall à l'aplomb du puits. La descente à 100 mètres de profondeur des modules préassemblés du détecteur pourra commencer. Les modules, montés sur coussins d'air, seront déplacés jusqu'à l'aplomb du puits, fermé par un couvercle mobile. Le portique saisit le module, le soulève, le couvercle se rétracte et le module descend lentement jusque dans la caverne. Après la mise en place du détecteur, le portique sera démonté. Ce stratagème permet à l'expérience CMS de gagner plusieurs années par rapport à une séquence classique de montage in situ. Au point 6 se trouvent les 2 arrêts de faisceaux du LHC qui nécessitent la construction de 2 tunnels d'éjection et de 2 cavernes. Ces ouvrages ont la particularité d'être construits à partir des installations souterraines existantes du LEP, donc sans creusement de nouveaux puits. Les protons du LHC tournent dans le collisionneur à la vitesse de la lumière, et ce pendant près d'une journée. Au bout de ce long voyage, les faisceaux usés sont extraits de la machine pour permettre un nouveau remplissage. Les 2 faisceaux sont éjectés tangentiellement à l'anneau et sont complètement absorbés par des blocs massifs de graphite et d'acier. Une plateforme, de niveau avec le tunnel, a été aménagée dans la caverne qui abritait l'expérience opale du LEP. Grâce à cette structure, l'évacuation des déblais et l'acheminement des matériaux peuvent se faire par le puits existant. Les 2 faisceaux, éjectés en ligne droite de part et d'autre du point 6, empruntent d'abord le tunnel principal sur près de 400 mètres, puis quittent le tunnel tangentiellement et pénètrent dans une galerie de 350 mètres de long qui connecte le tunnel à la chambre des absorbeurs longue de 25 mètres et d'un diamètre de 9 mètres.
Une galerie de liaison relie ces chambres au tunnel principal. Pour rendre acceptable un chantier actif 24 heures sur 24 et cela pendant 5 ans, le CERN a pris des mesures draconiennes pour préserver l'environnement et assurer la sécurité des personnes. Avec le bruit, l'évacuation des déblais est une des sources de nuisances la plus appréhendée par la population. C'est pourquoi des solutions ont été mises en place pour éviter le transit des déblais sur les routes. Au point 1, une piste de chantier à travers champs et bois permet d'acheminer les 200 000 m3 de déblais jusqu'à la zone de décharge située sous une ligne électrique de 400 000 volts. Après avoir déposé les déblais, les camions sont systématiquement nettoyés par une puissante installation de lavage automatique. Au point 5 et 6, les 300 000 m3 de déblais extraits sont déposés à proximité des sites sans aucun transport par la route. Pour préserver la qualité des eaux rejetées, l'eau de ruissellement des dépôts est décantée dans des bacs de décantation successifs. Avant son rejet à la rivière, l'eau est analysée en continu et, si nécessaire, traitée dans une station spécialisée qui permet de neutraliser une éventuelle dérive de son pH. À Cessy, le bassin décanteur est conçu pour servir de tampon en cas de forte pluie. Une canalisation enterrée achemine les eaux décantées jusqu'à la rivière Oudard, située 1 km plus loin. En concertation avec la commune, le plan d'eau a été conçu pour servir à la fin du chantier comme zone de loisirs et de promenade. D'une manière générale, les aménagements paysagers autour des sites font l'objet de soins attentifs pour les intégrer dans l'environnement. Ici, au bord d'une route très fréquentée, un dépôt de déblais est arborisé en prolongation d'une forêt existante. Les habitations sont souvent proches des chantiers et la lutte contre le bruit est un souci permanent. Des appareils performants sont utilisés pour détecter les anomalies. L'enregistrement par ordinateur des bruits qui dépassent un niveau prédéterminé permet d'analyser et de comprendre l'origine de la nuisance afin de mieux y remédier. Des protections physiques sont utilisées pour réduire le bruit à la source et pour en atténuer la propagation. Murs de blindage acoustique en bloc de béton ou en matière synthétique, hauts merlons de terre, moteurs des portiques encagés, sorties des ventilations protégées. Des bâtiments anti-bruit abritent les équipements bruyants, tels que les compresseurs de la cryogénie. Les plafonds et les murs sont constitués d'épaisses dalles de béton recouvertes de matériaux absorbants, empêchant la réverbération du bruit. Ce type de bâtiment avait déjà fait ses preuves pendant l'opération du LEP. Décrites dans l'étude d'impact, les mesures de protection de l'environnement sont le fruit d'une réflexion préalable des ingénieurs et d'une vaste consultation avec les élus et la population. Des présentations publiques bien documentées et un dialogue régulier avec la population, les associations de défense des riverains, les élus, les services techniques et l'administration des deux pays hôtes du CERN ont contribué à l'acceptation générale du projet LHC.
Pendant toute la durée du chantier, les ingénieurs du génie civil et les responsables du suivi environnemental se sont réunis régulièrement pour garder le projet sous contrôle et décider rapidement des mesures correctives à prendre dès l'émergence d'un problème lié à l'environnement. Tous ces efforts ont porté leurs fruits, les défis ont été relevés avec succès, le planning a été respecté et fait remarquable, ce grand chantier s'est déroulé sans accident grave et sans incident majeur avec les riverains. Dans la foulée des travaux de génie civil, l'installation de la machine et des détecteurs va pouvoir commencer.